Bonsoir, donc je m'appelle Sébastien Allégret, je suis un des cofondateurs et le CTO, Chief Technology Officer d'une société qui s'appelle Greencom Networks, qui est située à Sofia. Ce soir, on va parler de la genèse d'une plateforme pour l'Internet des objets dans le domaine des smart grids, avec un rapide état de l'art, avec un focus sur l'interopérabilité et les challenges auxquels on est confronté quand on essaie de monter une plateforme comme ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, a priori la presse sort en français, à moins que ça pose un gros problème à quelqu'un. Donc Greencom Networks, donc une société franco-allemande. On est une trentaine aujourd'hui à Sofia, une dizaine de personnes à Munich. On est une société par nature distribuée, on a des gens en Suisse, des gens à Berlin, voilà, des gens un peu partout, et on a un ADN entre guillemets qui combine les télécoms et les utilities. Donc les utilities, c'est les industries type électricité, donc en gros EDF, etc. Ça c'est le monde des utilities, et en fait la société est le résultat de la fusion de deux startups, une startup française avec une très forte expertise télécom, et une startup allemande avec une très forte expertise dans le domaine des utilities. Donc on est le pur hybride entre ces deux choses. Notre monde, donc, c'est le monde de l'électricité en particulier. Et notre vision, la suivante, c'est qu'en fait aujourd'hui on est dans un monde où on a typiquement des centrales, donc ça peut être en France, des centrales nucléaires, des tranches hydroélectriques, des grosses unités de production qui produisent, qui poussent l'électricité, en bas on a des consommateurs qui récupèrent l'électricité et qui la consomment. Donc ça c'est le monde d'aujourd'hui. Notre vision, qui est maintenant plus vraiment une vision mais qui commence à être une réalité, c'est qu'en fait le monde de demain, c'est un monde qui est beaucoup plus décentralisé, où en fait les consommateurs d'aujourd'hui deviennent ce qu'on appelle des prosumers, c'est-à-dire c'est à la fois des consommateurs et des producteurs. Donc ça peut être à travers des panneaux solaires sur le toit, à travers des dispositifs de cogénération, à travers du micro-éolien, et donc en fait, là où on avait un modèle qui était extrêmement top-down, où on injectait en haut du courant et on le consommait en bas, là il y a quelque chose de beaucoup plus distribué, et avec l'émergence du renouvelable, on a en plus quelque chose qui est beaucoup plus difficile à prédire. C'est-à-dire que typiquement le soleil, quand il est là, on produit, quand il n'est pas là, on produit moins. Donc ça tire énormément de contraintes sur l'infrastructure du réseau. C'est-à-dire que le réseau électrique aujourd'hui doit être taillé pour les moments de pointe. C'est-à-dire que le plus souvent on taille le réseau, l'infrastructure électrique pour 2% du temps. Et en France, c'est typiquement à 20h l'hiver, quand tout le monde allume son radiateur électrique. Donc on est obligé de tailler tout le réseau pour ça. Et globalement, notre futur au niveau de l'électricité, c'est que vu que tout va se distribuer, production et consommation, on va être capable de gérer beaucoup plus finement les ressources, donc arriver à actionner des charges, commencer à forcer des choses à consommer, à couper des productions et à équilibrer tout ça au niveau local. Donc là, on commence à voir arriver un peu derrière l'Internet des objets, un peu de big data, etc. Donc globalement, en termes de chiffres, on passe d'un monde où globalement on doit gérer, on va dire, 4 millions et quelques d'objets, donc depuis les centrales de production jusqu'aux transformateurs et aux transformateurs secondaires de la distribution. Donc on est dans les 4 millions d'objets et on passe dans notre monde, qui est le monde en vert là-bas, où au final on commence à gérer les panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, des dispositifs de micro-cogénération, et puis forcément les voitures électriques, les bornes de recharge des véhicules électriques, le stockage résidentiel qui commence à arriver, donc globalement les batteries dans le garage ou dans le salon, et puis alors ultimement des appliances, donc de l'électroménager connecté, même si là bon, ça commence c'est un peu plus à la marge. Et là donc globalement on passe d'un monde où on est à 4,5 millions de nodes, à un monde où on est dans les 40 milliards de nodes. Donc là c'est plus le même jeu. Les systèmes d'information qui ont été mis au point il y a 20 ans, 25 ans, donc globalement ça marche plus. Et c'est tout le défi que se propose de relever Greencom Networks. Donc en gros, globalement et de façon relativement concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on offre une plateforme à nos clients qui va leur permettre de déployer des nouveaux business models. Et les nouveaux business models dans le monde de l'énergie sont très souvent liés à ces ressources en énergie renouvelable et liés à cette distribution et à cette capacité qu'amènent les technologies de l'information aujourd'hui, à savoir l'agrégation de ressources. Ce que ça veut dire, c'est que si globalement moi j'ai des panneaux solaires, mon voisin a des panneaux solaires, globalement si on se groupe ensemble, et si on groupe avec notre quartier, notre ville, on peut être vu du point de vue du réseau électrique comme une centrale. Il n'y a aucune différence entre moi et la centrale nucléaire d'à côté. Moi et mes amis et la centrale nucléaire d'à côté. Et en fait, c'est ça le futur de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les virtual power plants, c'est en gros des centrales virtuelles. Et les centrales virtuelles, c'est
C'est basé sur la capacité d'agréger des données de consommation et des données de production en quasi instantané et d'être capable de savoir à un instant T que ce quartier-là, en fait, si on fait la balance globale, il est positif ou il est négatif. Donc ce quartier-là peut aller vendre de l'énergie au quartier d'à côté. Et le futur de l'énergie pour nous, c'est ça. Et ça, globalement, c'est du big data, c'est de l'internet des objets parce qu'il faut connecter tous ces objets. Et c'est là-dedans qu'on s'inscrit, en fait. Donc dans les types de produits que déploient nos clients aujourd'hui, il y a des choses assez intéressantes comme Flatrate. Flatrate, c'est la même chose, donc à peu près tout le monde aujourd'hui dans un téléphone portable avec forfait illimité, c'est la même chose pour l'électricité. Quelle que soit votre consommation, vous payez la même chose, garantie pendant 20 ans. Tous les mois, même facture pendant 20 ans, garantie, en prime, sur le toit, on vous met des panneaux solaires, un stockage dans le salon, et c'est fini. Carefree, on s'occupe de rien, les panneaux solaires sont en carafe, quelqu'un va venir les changer. Il y a un problème avec la batterie, quelqu'un va venir la changer. La seule chose dont vous avez à vous occuper, vous payez la même facture tous les mois pendant 20 ans, c'est garanti. Donc ça, c'est un des business models que nos clients peuvent déployer au-dessus de la plateforme IoT qu'on fournit. Les autres business models, c'est donc typiquement tout ce qui avait trait aux centrales virtuelles, toutes les choses qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire faire des communautés de gens qui, eux, vont agréger leur capacité de production ou de consommation et vont aller les vendre ou au quartier d'à côté, à la ville d'à côté, ou même directement, si on agrège suffisamment, on peut les vendre sur les marchés. C'est-à-dire globalement, au même titre que l'électricité d'une centrale, mon quartier va pouvoir les vendre. Maintenant, pour faire ça, comment on fait ? La première chose de l'Internet des objets, c'est qu'il faut arriver à connecter les objets. Donc nous, notre monde, c'est l'Internet des objets, mais c'est plutôt l'Internet des gros objets. Donc les gros objets, donc en bas, c'est un cogénérateur, donc ça ressemble à une grosse armoire. Globalement, c'est grosso modo un moteur thermique, on va dire, qui fait du chaud et qui accessoirement fait de l'électricité. Mais du coup, quand il chauffe l'eau pour le chauffage par le sol ou le ballon d'eau chaude, en même temps, il produit de l'électricité. Donc c'est relativement intéressant. Ensuite, on parle avec qui ? On va parler des pompes à chaleur, on parle avec les compteurs intelligents, donc ça c'est le Nuki, je pense que tout le monde a entendu parler. On va parler avec les onduleurs photovoltaïques, et on va parler avec stockage. Donc là, typiquement, ça c'est quelque chose de relativement moderne, c'est les dispositifs de stockage résidentiel qui sont mis sur le marché par Tesla, les mêmes qui font les voitures. Donc ça, nous, c'est nos objets à nous, c'est les objets avec lesquels on doit communiquer. Le problème, c'est que ces gens-là, il n'y a qu'à voir les têtes, on n'est pas exactement du même monde. Nous, on vient des télécoms, ils ne viennent pas vraiment des télécoms. Donc il a fallu les convaincre qu'il y avait vraiment un intérêt à faire communiquer leurs objets. C'était pas forcément gagné à la base, donc là il a fallu ruser, il a fallu arriver à leur montrer l'intérêt qu'il y avait à avoir des objets communicants. Et l'intérêt c'est quoi ? Pour eux, ça peut être un différenciateur vis-à-vis des concurrents, parce que le client final va avoir une appli mobile où il va pouvoir voir sa production photovoltaïque, parce qu'il va pouvoir voir que sa cogène elle marche, alors il n'aura pas besoin d'attendre qu'il n'y ait plus d'eau chaude pour se rendre compte qu'en fait le truc est en carafe. Donc ça c'est un avantage pour eux. L'autre avantage c'est pour eux, c'est ce qu'on appelle predictive maintenance. On est capable, comme on a les données des dispositifs, on est capable de leur dire que le dispositif va tomber en panne avant qu'il tombe réellement en panne. Donc ça a été la façon, ça a été l'axe de notre évangélisation pour amener les gens qui fabriquent ces objets à les connecter. De ce point de vue-là, sur les 5-6 dernières années, il y a eu un gros progrès, c'est-à-dire que maintenant les onduleurs sont en grande partie connectés, les stockages, ceux de Tesla, c'est sûr, c'est par nature, les autres le sont aussi, les compteurs intelligents, forcément, ils sont connectés, les pompes à chaleur, c'est un peu plus à la marge, mais globalement, on y arrive. Donc tous ces dispositifs-là sont connectés. Donc là, on est content, première étape, on fait la croix, on arrive à parler avec les choses. Ah, le problème, c'est que donc, chaque fabricant a connecté son appareil. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde y allait de son petit protocole. Et puis forcément, avec des raisonnements genre, moi je fais du Wi-Fi, donc je suis interopérable. Ah. Donc là, le nombre de protocoles a explosé, le nombre d'alliances qui poussent les protocoles a explosé, parce que globalement, au-delà, il y a quand même un enjeu financier à monter des alliances et à pousser des protocoles. Donc les vendeurs se sont mis entre eux, ont monté des alliances pour pousser des protocoles, on fait de l'évangélisation, et globalement, on a fragmenté les protocoles, on a tout fragmenté. Donc on s'est retrouvé dans un monde où certes les objets étaient connectés, par contre il n'y en a aucun qui parle le même langage et il n'y en a aucun qui utilise même le même protocole. Donc ça peut aller de petites prises télécommandées qui utilisent du Zigbee, qui sont des choses relativement évoluées, à des pompes à chaleur qui utilisent ce qui s'apparente à des ports série pour les plus vieux d'entre nous. Donc il faut survivre à ça globalement quand on monte une plateforme comme la nôtre, parce que globalement on a besoin, tout notre modèle vient de notre capacité à collecter la donnée, donc on a besoin de ça. Donc il faut aller au-delà de ça. Le deuxième problème qu'on affronte assez rapidement, c'est non plus la fragmentation des protocoles, c'est la fragmentation des plateformes. Donc ça, c'est globalement le panorama de l'Internet des objets aujourd'hui.
Et en fait, on n'est même pas dedans. Donc si nous, on n'y est pas, d'autres, ils sont probablement pas. Ça veut dire qu'en fait, des gens ont commencé à connecter des objets, et puis tout le monde a commencé à se dire, oui, mais en fait, la valeur, elle est dans la donnée maintenant. La valeur, elle est plus dans le... Je veux pas être un fabricant de matériel, moi, je veux être un vendeur de services. Donc tout le monde a commencé à monter des plateformes de services au-dessus des objets. Donc, eh ben, on va avoir, je schématise, mais pompe à chaleur as a service. Donc en gros, je paye 5 € par mois, et hop, j'ai une pompe à chaleur avec une appli mobile. Super. Arrosage de jardin as a service, etc., etc. Et pour nous, en bout de chaîne, question de créer de la valeur et de créer des connexions entre les données, c'est-à-dire que nous, on a besoin de la donnée de la pompe à chaleur, mais aussi celle de la voiture électrique, de la borne, etc. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'interface avec énormément de ces acteurs, voir qu'on arrive à les convaincre de ne pas aller dans ce chemin-là. C'est-à-dire, c'est pas la peine de développer votre plateforme, ça va vous coûter de l'argent, et vous allez vous retrouver dans un silo, avec votre objet et vos données, tout dans un silo. Faites-nous confiance, pas évident, on va s'occuper de ça, on vous connecte l'objet, on vous rend les données c'est les vôtres, c'est pas les nôtres. Par contre, si jamais ça vous intéresse, on peut créer de la valeur au-dessus de votre objet, avec les données qui remontent, maintenance prédictive, et éventuellement, tous les nouveaux business models du monde de l'énergie. Votre objet, on le connecte à des VPP, et du coup, il y a une partie des bénéfices de la VPP qui vous revient. Donc il faut survivre à ça. Fragmentation de la plateforme. La conclusion, pour revenir au début, c'est qu'en fait, la valeur de toutes ces données, elle existe qu'à partir du moment où on sort des silos. C'est-à-dire que si j'ai une pompe à chaleur et une appli au-dessus, moi, je ne paierai pas 5 € par mois pour aller vers là. La durée de vie de ce genre d'application est extrêmement limitée. Par contre, la pompe à chaleur qui fait partie d'une centrale virtuelle, et la pompe à chaleur qui est pilotée par la centrale virtuelle, et dont la capacité est vendue, là, ça commence à avoir de la valeur. Et pour ça, j'ai besoin de tous ces objets-là. Pour être peut-être un peu plus concret, ça, c'est moi et mes objets, quelques-uns de mes objets à la maison. Donc j'ai une balance connectée, un tracker d'activité, une station Netatmo connectée. Je fais un peu de sport, j'ai une montre Garmin, des lampes, les Philips Hue là, qui changent de couleur, c'est cool, et un truc Parrot pour mes plantes qui mesure le taux de fertiliseur, etc. Donc chacune de ces objets a son appli mobile au-dessus, et donc tous les matins, à la limite, il faudrait que je lance toutes les applis et que j'aille voir tous les trucs. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont quand même développé des API. Donc ça n'a pas été dès le début. Philips n'avait pas réalisé les API de la U dès le début. Il a fallu commencer à faire du reverse engineering de leurs API pour commencer à s'en servir. Donc en gros, si on prend ces exemples-là qui sont mes exemples, on a à peu près des API partout, à part chez Garmin. Chez Garmin, pour un particulier, ça a l'air compliqué. Il faut être une entreprise, il y a un ticket d'entrée pour pouvoir être développeur. Donc là, c'est cool. J'ai des API, je peux monter des applications au-dessus. Et là, on rentre dans le problème suivant. C'est-à-dire que globalement, je me connecte à mes API. Déjà, le protocole. Le plus souvent, maintenant, effectivement, HTTP, REST, JSON, j'ai du JSON. Maintenant, là, j'ai pris 2 exemples ce matin, rapidement. Une station Netatmo qui me renvoie donc un temps qui doit être probablement le nombre de secondes depuis 1970, et une température avec un T majuscule qui semble être un float, 11.3. Si je regarde mon Flower Power de chez Parrot, lui, il utilise les formats ISO de date, et la température, ça s'appelle R, température Celsius. Et on dirait que c'est une chaîne de caractères et pas un float. Donc quand moi je développe mon application au-dessus, j'ai aucune chance de savoir que c'est une température, j'ai aucune chance, je peux pas comprendre en fait. Donc je suis obligé de faire du code spécifique et de développer spécifiquement des adaptateurs pour comprendre le langage de chacun de ces trucs. Donc une solution à ça, une fois qu'on a résolu le problème de la connectivité pour les objets, c'est l'ontologie au-dessus, c'est-à-dire une description du monde. Donc là, s'il y a des puristes, à la limite, c'est le moment de sortir. Les ontologies, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est en gros, globalement, la description d'un domaine, les entités du domaine avec leurs attributs, et les liens entre les entités. Donc dans mon cas, ça serait, si jamais j'ai une balance connectée, ça veut dire une modélisation de l'humain avec son poids, son BMI, son pourcentage de graisse, etc. Si j'ai ma station météo, c'est une modélisation de ce qu'est un objet météo. Donc la météo, c'est des températures, des pressions, ce genre de choses. Avec ces unités-là, j'ai le droit d'utiliser ces unités, tout ça. Ça, c'est des ontologies. Le problème, c'est que ces ontologies, quand les fabricants d'objets nous donnent les objets, ils ne nous donnent pas les ontologies, ils nous donnent des API. Donc il faut plus ou moins essayer de comprendre ce que le développeur avait dans la tête quand il a fait l'API pour essayer de traiter une température comme une température, parce qu'au final, c'est ça que je veux faire. Quand moi je développe mon application au-dessus qui utilise tous mes objets, ce que je veux faire, c'est traiter une température comme une température. Ne pas avoir à me demander si cette température, elle est en Celsius, en Fahrenheit, sur 2 digits, sur 3, est-ce que le temps c'est des millisecondes ou des secondes? Ça, c'est ce que je veux pas avoir à faire. Et ça, c'est notre quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, chaque fois qu'on connecte un de ces nouveaux objets, on est obligé de rentrer dans l'API et d'essayer de comprendre ce que le développeur, ce que le fabricant a voulu faire. J'ai fait un tour rapide des ontologies qui existaient dans les domaines de Greencom Networks. Donc en gros, nous, on touche aux maisons intelligentes, les smart homes, une 50aine d'ontologies qui existent. Smart Energy, donc c'est tous les réseaux du futur, tous les réseaux intelligents. Bon, voilà une dizaine. Toutes les ontologies autour de la météo et des données de météo,
on est encore une dizaine d'ontologies. L'Internet des objets, donc là c'est un peu vague, mais il y a une vingtaine d'ontologies. Les sensors en général, donc tout ce qui est capteur. Capteur et mesure de capteur, une façon de modéliser des capteurs, des mesures de capteurs de façon agnostique de la technologie. Bon, ben on rajoute une vingtaine d'ontologies, et les measurements, donc là il va y avoir les unités de mesure, etc., on en rajoute. Et donc globalement, on est obligé, si on veut être complet, d'implémenter tout ça. Sans compter que ces ontologies sont très souvent pas complètes. Donc en fait, on est entre le trop de choix et le pas assez de choix. Très peu d'ontologies complètes, mais énormément d'ontologies, pas évident. Donc maintenant, comment on fait? Parce que là, tout était bien négatif. Et il y a de l'espoir. Donc comment on fait pour arriver à développer une plateforme logicielle, parce que c'est ça la question, une plateforme logicielle qui est capable de gérer tous ces objets et tous ces problèmes-là. Donc de quoi on a besoin? On a besoin de gérer des time series, c'est-à-dire des données, la donnée d'un capteur et le temps. Ça, on a besoin de le stocker, on a besoin de le gérer à l'échelle, énormément de données. On a besoin d'être capable de générer des événements, chacun des points de données qui est mesuré, chaque température, en fait c'est un événement dans la plateforme qu'on veut propager, consommer, utiliser, enrichir, reconsommer, republier. On a besoin de scalabilité, on est quand même dans le big data, donc il faut que ça y aille, quoi. Il faut qu'on soit capable d'encaisser de la donnée. On a besoin de multi-tenancy, on veut déployer une seule base de code pour tous nos clients. On a besoin de réplication, on ne veut pas faire des vieux backups, donc on a besoin de sécurité dans la donnée, de performance, de sécurité au sens, comme on vient de l'aborder il y a quelques instants. Et puis comme on est une petite société, on est une quarantaine, on a besoin de rapidité, de développement et d'agilité. Donc pour faire ça, on fait quoi? Déjà, on fait des microservices. Donc pour les gens qui étaient là hier, je pense que devait commencer à être familier. Donc nous, chez Greencom, on a une centaine de microservices, on utilise massivement le reste, on utilise des tonnes de langages en fonction, en fait, c'est le bon langage pour la bonne tâche. Donc nos data scientists, ils utilisent du Python et du R parce qu'ils aiment bien. Les vieux, on utilise du Perl parce qu'on a appris ça. Les jeunes, ils utilisent du Node, et voilà. Et donc globalement, on est capable de faire cohabiter tout ça dans une architecture, ce qui nous permet de développer très rapidement des nouveaux adaptateurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de stocker les données. Donc là, pour stocker les données, une base de données, forcément NoSQL. Dans notre cas, pour faire une base de données orientée time series, on a implémenté une base de données au-dessus de Cassandra. Pour la gestion des événements, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des choses qui ont été développées chez LinkedIn, qui brassent quand même plutôt pas mal d'événements par jour, et on va chercher quelque chose qui a été développé par Twitter, qui s'appelle Storm, qui permet de processer ces événements. Donc on a un bus à message, une façon de processer les messages, et quelque chose pour stocker toutes les données qu'on a. Et maintenant, on a besoin de faire tourner ça pour pas cher, on a besoin que ce soit optimisé. Et donc là, on va chercher des choses qui ont été développées à Berkeley, et notamment un scheduler, un orchestrateur qui s'appelle Mesos, qui permet c'est l'abstraction ultime d'une machine, c'est-à-dire que j'ai plus une machine physique, j'ai plus une machine virtuelle, j'ai des ressources, j'ai un pool de CPU, de la mémoire, je prends ma tâche, je prends mon programme, je le jette, et je lui dis tourne. Si jamais la machine meurt, Mesos me déplace le job, le relance ailleurs. Si jamais j'en veux 3 à la place de 1, j'augmente le nombre et Mesos me le fait scaler. Donc ça permet de grossir avec nos clients, d'absorber, plus on absorbe de données, plus on ajoute de machines, et hop, de façon assez élastique, on augmente la taille de notre infrastructure. Résumé rapide, donc en fait Cassandra c'est quelque chose qui a été développé par Facebook et open sourcé, qui est utilisé massivement par Netflix, qui est utilisé ici par Orange. Kafka, ça a été développé par LinkedIn, c'est notamment utilisé par Uber pour leur backbone d'événements. Mesos, qui est utilisé a priori, il y a des bruits qui courent, il paraîtrait que ça serait la plateforme sous Siri, mais Apple communique pas trop là-dessus, mais a priori c'est le cas. Donc Storm, qui a été développé par Twitter et qui est massivement utilisé par Spotify. Et donc du Spark, qui est le dernier arrivé, qui a commencé à Berkeley, qui est utilisé aussi par des grands noms. Donc avec ça, on est capable de faire une plateforme qui nous permet, avec peu de gens, d'absorber de grosses quantités de données, de grossir avec nos clients, et qui est capable de créer ces connecteurs à du matériel au fur et à mesure qu'on a la capacité de le faire, et surtout qui nous permet de les faire vite, parce qu'on a vu le nombre d'ontologies qu'il y avait, des ontologies il y en a de plus en plus, chacun y va de son ontologie, de son protocole, de son objet, et donc là ça va nous permettre à travers l'utilisation des microservices de faire des connecteurs vers les objets et de tout ramener dans la base. Et pour répondre au problème de l'ontologie, laquelle choisir, en fait le choix qu'on a fait, c'est comme il n'y avait pas de choix évident, on s'est dit qu'il n'y avait peut-être pas de choix à faire. Donc globalement, on a fait, oui, une autre ontologie, extrêmement légère, chez nous, privée, en interne, et sur cette ontologie, on bâtit les ontologies des autres. C'est-à-dire que le but, comme il n'y avait pas apparemment de choix évident, il n'y avait pas de vainqueur dans l'industrie, c'était pas cette ontologie qui avait gagné pour tout ce qui était météo, mais on a pris le parti de ramener les données dans un format à nous, et d'être capable d'implémenter n'importe quelle ontologie de météo rapidement. Un résumé de notre infra, mais c'est rien de ce qu'on a déjà vu, et je suis probablement dans les temps.